L'idée de la panspermie, qu'est-ce que c'est? C'est que sur des météorites, des objets célestes, il y a déjà la vie. Il y a déjà la vie, il y aurait déjà des bactéries qui existent depuis toujours, depuis le Big Bang, pour ceux qui sont venus après l'émergence de la théorie du Big Bang. Et quand ces bactéries, ces organismes vivants tombent sur une planète dans des conditions propices à la prolifération de ces organismes, et bien à ce moment-là, voilà, ils colonisent la planète et habitent la planète. Et ça a été porté par des gens qui sont loin d'être des imbéciles, hein, Kelvin, Arrhenius, Fred Hoyle aussi, qui a défendu pendant très très longtemps cette idée. Le souci, c'est qu'on a des météorites, on en a beaucoup, elles ont été analysées avec beaucoup d'attention, on trouve, j'en reparlerai, des choses extrêmement intéressantes à l'intérieur, mais par contre, il n'y a jamais eu aucune étude sérieuse qui a montré qu'il y avait des bactéries dans une météorite. Par contre, il y a des molécules organiques. Alors, j'ai expliqué la différence entre un organisme vivant et une molécule organique, ce sont deux mondes complètement différents. Et donc, je parle de cette idée de panspermie parce que parfois on mélange le terme panspermie, qui historiquement véhicule cette idée qu'il y a des organismes vivants sur les comètes, sur les astéroïdes qui tombent sur Terre. Ça, il n'en est pas question, en tout cas il n'y a aucun début de preuve de tout ça. Et ce que j'appellerais les apports exogènes de matière organique, où effectivement il y a de la matière organique. On essaiera de comprendre pourquoi il y a de la matière organique sur certaines météorites et sur les comètes, et on essaiera de savoir si cette matière organique peut jouer un rôle dans l'apparition de la vie. Alors, la plus grosse avancée, j'aurais tendance à dire, concernant les idées autour de l'origine de la vie sur la Terre, sont ces idées qui sont encore celles qu'on porte à l'heure actuelle en tant que chercheur, elles sont décrites dans ce livre. Alors, peut-être certains d'entre vous sont capables de lire le nom de l'auteur et le titre du livre. En tout cas, on peut lire la date de publication. Et cet ouvrage, il a été écrit par un scientifique soviétique qui s'appelait Oparin, et le livre s'appelle tout simplement l'origine de la vie. Alors quelle est l'idée d'Oparin? Oparin, en fait, ça a été l'un des premiers. Alors, il y avait un Anglais qui s'appelait Haldane, à peu près à la même époque, qui avait le même genre d'idée, qui a commencé à faire le lien entre l'astrophysique, entre la chimie et la biologie. Et en fait, il décrit très bien dans cet ouvrage cette notion que la chimie, c'est une évolution qui est initiée au début dans les étoiles géantes pour ce qui concerne la synthèse du carbone. Ce carbone ensuite est dispersé dans la galaxie et dans l'environnement d'une planète. Si cet environnement remplit certains critères, un certain nombre de conditions, ces atomes de carbone vont s'associer avec d'autres éléments, vont ensuite évoluer, et Haldane décrit cette idée que la chimie du carbone, au final, progressivement, va conduire à la formation de molécules. Ici, j'ai mis des protéines parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'ADN, l'ARN, donc la vie, c'était vraiment les protéines. Et aller progressivement conduire à l'apparition de la vie. Donc en fait, l'idée qui est lancée par Oparin, par Haldane, à la même époque, c'est que la chimie, dans certaines conditions, dans certains environnements planétaires, va, par simple réaction chimique, par simple règle de réactivité chimique classique, conduire à la formation des espèces chimiques qui sont les espèces clés
pour le fonctionnement des êtres vivants sur la Terre et que la vie finit par apparaître au fur et à mesure d'un long processus. Et ce que disait Oparin, c'est que ça peut être étudié de manière scientifique, ça peut être étudié en laboratoire, avec des expériences, et il lançait cette idée, il faut le faire, allons-y, commençons. À cette époque, il y avait assez peu de possibilités expérimentales en laboratoire, et donc il aura fallu attendre quelques dizaines d'années pour qu'un jeune chercheur, à l'époque il avait 25 ans je crois, Stanley Miller, donc aux États-Unis, qui avait lu, il avait lu Oparin, il avait lu Haldane, il propose à son directeur de thèse, qui était Urey, donc c'est pour ça qu'on dit souvent l'expérience de Miller-Urey, d'essayer de voir justement quelle est la chimie qui se produit dans un environnement qui simule la Terre primitive. Qu'est-ce qui se passe sans avoir quelqu'un qui derrière dirige les réactions? On sait faire des synthèses, on sait faire des protéines, à l'époque on savait faire ça, on savait faire des acides aminés, on savait faire un tas de molécules, mais il fallait un chimiste qui mélangeait les bons ingrédients au bon moment, dans les bonnes conditions. L'idée de Stanley Miller, c'est de se dire, on va essayer de recréer en laboratoire la Terre primitive. Alors, la Terre primitive, quand je dis Terre primitive, c'est avant l'apparition de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la Terre primitive? C'était de l'eau à l'état liquide, donc des océans, donc qui sont représentés ici dans ce ballon qui est en bas. Il chauffe pour deux raisons, parce qu'on pensait que les océans de la Terre primitive étaient plus chauds. Aussi, quand on est chimiste, pour aller plus vite, on chauffe parce que ça augmente la cinétique des réactions. Et cet océan est en interaction avec une atmosphère. Alors là, la question clé, c'est quelle est la composition de cette atmosphère? Et à l'époque, la meilleure hypothèse, c'était que l'atmosphère de la Terre primitive était constituée de méthane, CH4, d'ammoniac, NH3, de vapeur d'eau et aussi de dihydrogène. Alors si vous mélangez ces constituants dans les récipients, on ne voit rien, il ne se passe rien et les molécules sont stables. Par contre, si on apporte une source d'énergie, et à l'époque, Stanley Miller avait choisi de simuler les éclairs d'orage, il y a des orages sans la vie sur la Terre, donc on imaginait qu'il y avait des orages sur la Terre primitive, donc des apports d'énergie, et il s'est rendu compte que très rapidement, vous voyez ici, en quelques jours, ça va passer en boucle, vous voyez là, au début c'est clair, on allume la décharge, on ne voit pas la décharge sur le film, elle est trop ténue, mais en quelques jours, les parois de l'enceinte réactionnelle se couvrent d'une espèce de bouillie organique. Alors organique, en termes de chimiste, c'est des molécules qui sont constituées essentiellement de carbone, avec de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Mais c'est ça, la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Donc vous avez une espèce de bouillie organique, il n'y a bien sûr rien de vivant là-dedans, mais spontanément, on fait une décharge dans ce mélange initial, et il y a énormément de molécules qui se forment et qui dégoulinent et qui se retrouvent dans les océans simulés. Alors, ce qui a rendu cette expérience extrêmement célèbre, qui a bouleversé le champ scientifique de la recherche des origines de la vie à cette époque, c'est que parmi les molécules qui ont été synthétisées, Stanley Miller a mis en évidence la formation d'acides aminés. Les acides aminés, on a ce mot en tête, même si on n'est pas chimiste. Les acides aminés, ce sont les constituants élémentaires des protéines. Et les protéines jouent un rôle central dans le fonctionnement des organismes vivants sur la Terre. Donc à cette époque, il y a même eu des titres de journaux qui, à l'époque, c'est « Les scientifiques ont compris les origines de la vie ». Parce qu'on se disait, ça y est, on a les acides aminés. Les acides aminés, il suffit de les enfiler les uns à la suite des autres comme sur un collier de perles. On a les protéines, on a la vie. On n'avait pas encore, c'est juste à cette époque qu'on commence à découvrir, un petit peu après, l'ADN, l'ARN. Donc tout était, voilà, les acides aminés, c'était les protéines, et les protéines, c'était la vie. Bien sûr, il y a un mais, les choses ne sont pas si simples que ça. Cette expérience, elle a été reproduite, il y a
Rien à dire, ça fonctionne et on détecte même beaucoup plus que les 4 acides aminés qu'il avait découverts à l'époque. Le mais, c'est que l'atmosphère primitive de la Terre, on ne la connaît pas. On connaît notre atmosphère actuelle, il y a beaucoup d'azote moléculaire, il y a aussi beaucoup de dioxygène, mais le dioxygène, il est là, O2, il est là parce qu'il y a de la photosynthèse, parce qu'il y a de la vie. Les plantes, c'est vivant. Donc l'atmosphère de la Terre a été profondément transformée du fait même de la présence de la vie. Donc essayer de réfléchir à l'atmosphère primitive avant que la vie apparaisse, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On doit faire des hypothèses et en fait, l'efficacité de l'expérience dépend de la composition du mélange initial. Et ça marche très bien quand on a du méthane, de l'ammoniac, de l'eau et du dihydrogène. Par contre, à l'heure actuelle, on pense que c'était plutôt une atmosphère qui était dominée par du dioxyde de carbone et du diazote. Et quand on fait ça, il ne se passe quasiment rien. Ou alors quand on se met dans des conditions bien spécifiques, où là, il faut à nouveau un chimiste qui réfléchit, qui dirige l'expérience pour que ça fonctionne. Donc, on pense que pour que la vie apparaisse, il faut de la matière organique, mais peut-être, j'exclus pas complètement, parce que comme on ne connaît pas l'atmosphère primitive de la Terre, peut-être que dans 10 ans, 20 ans ou 1000 ans, quelqu'un aura compris complètement comment elle était au début. Mais pour l'instant, ça dépend des modèles, ça dépend des hypothèses. On ne connaît pas cette atmosphère primitive. Alors, cette expérience, j'en parle parce qu'elle a quand même modifié profondément notre manière de penser, notre manière de réfléchir aux conditions qui ont conduit à l'apparition de la vie. Le premier enseignement de cette expérience, c'est que la chimie organique, donc la chimie du carbone, peut conduire spontanément, donc sans chimiste, sans astrochimiste, à des niveaux de complexité avancés sous certaines conditions dans des environnements planétaires, extraterrestres, astrophysiques. Et vous voyez, alors j'insiste beaucoup sur le fait que c'est la chimie du carbone parce que je cherchais hier une illustration d'un livre de chimie organique et la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Cette télécommande, elle est faite en plastique. Ce plastique, c'est un polymère, c'est de la chimie organique, ça n'a rien de vivant. Mais, vous voyez, pour tromper l'étudiant, parce que c'est pas assez compliqué comme ça, la chimie organique, on rajoute une petite fleur. Ou alors, en ce moment, la mode sur les couvertures des livres de chimie organique, c'est de mettre des poissons. Je ne sais pas pourquoi. Non, la chimie organique, 95% de la chimie organique n'a rien à voir avec le vivant. Et elle peut se dérouler ailleurs dans l'univers, on détecte des molécules partout dans la galaxie, sans que ça veuille dire quoi que ce soit sur le fait que la vie apparaisse ailleurs. Deuxième enseignement, mais en tout cas, il se passe des choses justement intéressantes qu'il faut étudier, qu'il faut aller explorer, sans qu'on fasse la synthèse dans un laboratoire. Le deuxième enseignement, c'est le rôle de l'eau. Alors, l'eau, elle a 2 intérêts. H2O, c'est une molécule qui est extrêmement abondante dans l'univers. Il ne faut surtout pas se dire que parce qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Non, ça voudrait dire qu'il y aurait de la vie partout dans l'univers parce que H2O, la molécule H2O, c'est la molécule la plus abondante dans l'univers après le dihydrogène. Je ne parle pas des atomes, je parle des molécules. Donc, H, l'élément le plus abondant dans l'univers, O, l'élément qui arrive en 3e position dans le classement derrière l'hélium. Donc, combiner de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire H2O, ça se fait très facilement, ça se fait partout. Donc, l'eau, c'est très abondant. Par contre, la particularité de la Terre, c'est qu'on a de l'eau à l'état liquide. On en détecte sinon sous l'état de glace, sous l'état de vapeur, mais de l'eau à l'état liquide présente en surface, et dont on soit sûr, parce qu'on pense qu'il y en a eu sur Mars, on est sûr même qu'il y en a eu sur Mars, on pense qu'il y en a sous la surface de certains satellites glacés autour de Jupiter. Ça dépend des modèles, mais c'est sous la surface. De l'eau liquide à la surface, à l'heure actuelle, ce dont on est sûr, c'est qu'il y en a sur Terre, et le reste, on ne sait pas. L'intérêt de cette molécule, c'est de se dire, c'est de comprendre comment est-ce qu'elle interagit avec les autres.
molécules qu'on met dans l'eau liquide, qui sont solvatées dans l'eau liquide. Et l'eau est un solvant qui regroupe des propriétés physico-chimiques qu'on trouve en général de manière séparée dans les autres solvants. C'est-à-dire que, vous savez peut-être qu'il y a des lacs d'hydrocarbures, des lacs de méthane à la surface de Titan. Donc on pourrait se dire, il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau liquide, mais il y a du méthane liquide. Donc il y aurait peut-être de la vie dans Titan parce qu'il y a quand même un solvant. Peut-être. Sauf que le méthane a, en termes de réactivité chimique, en termes de capacité à associer les autres molécules, c'est-à-dire de pousser les molécules à faire de la chimie entre elles, c'est très mauvais. L'ammoniac aussi, l'alcool aussi. Donc, il y a probablement des quantités de planètes dans la galaxie avec des fluides, des liquides à la surface. On pense que le solvant le plus intéressant pour atteindre le niveau de complexité requis pour que la vie apparaisse, on pense que ce solvant, c'est l'eau. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Jacques Reiss, qui est un chimiste en Belgique, qui dit que c'est une marieuse moléculaire. Oui, parce que le terme est très, très joliment choisi, c'est-à-dire que vous mettez des molécules solvatées, vous les solvatez dans l'eau, et vont interagir avec l'eau, et les propriétés de l'eau vont permettre à ces molécules de rencontrer les autres molécules solvatées dans certaines conditions, sous certaines orientations, et qui vont favoriser des synthèses chimiques. L'expérience de Miller, vous pouvez la faire sans eau liquide, vous n'aurez pas d'acides aminés. Vous aurez cette mélasse organique que vous avez pu voir sur le petit film que je vous ai montré avant, mais il n'y aura pas d'acides aminés dans cette mélasse organique. Vous ne trouverez les acides aminés qu'une fois que vous mettrez cette mélasse organique dans de l'eau à l'état liquide. Donc c'est pour ça que quand on réfléchit à l'apparition de la vie, on a cette espèce de diptyque qui revient classiquement chez les chimistes. Matière organique, donc chimie du carbone, et eau à l'état liquide. Et en fait, on pense, on se trompe peut-être, mais quand même de solides arguments chimiques derrière tout ça, on pense que pour que la vie apparaisse, c'est-à-dire pour former des molécules comme des protéines, comme de l'ADN, comme de l'ARN, ou les ancêtres de ces molécules dans les ancêtres des êtres vivants que nous sommes, il faut forcément passer par de l'eau à l'état liquide. Par contre, le carbone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit des molécules basées sur le carbone partout dans l'univers. Il y en a beaucoup dans l'atmosphère de Titan, il y en a beaucoup dans ce qu'on appelle les nuages moléculaires, il y en a beaucoup dans les comètes, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction. Et la question de savoir l'origine de ces premières molécules est centrale, et c'est là que les comètes ont peut-être joué un rôle. Sur Terre, les comètes, elles n'ont pas choisi de tomber sur la Terre, donc les comètes tombent sur les planètes. Si les planètes ont de l'eau à l'état liquide à leur surface et que les ingrédients viennent du ciel, il est possible qu'elles ont pu jouer ce rôle ailleurs, dans le système solaire et aussi ailleurs autour d'autres étoiles. Donc cette origine de ces premières molécules, ça peut être l'atmosphère. Ça dépend de la composition de l'atmosphère. Sur la Terre, ce n'est pas favorable, a priori. Il y a aussi des choses dont je ne parlerai pas pour des raisons de temps. Il y a aussi des synthèses qui peuvent avoir lieu au fond des océans, dans ce qu'on appelle les sources hydrothermales, les fumeurs noirs, qui sont aussi des lieux intéressants en termes de synthèse chimique. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les sources endogènes de matière organique à la Terre. C'est-à-dire, la Terre a une capacité propre à former de la matière organique. Et les comètes, où là, l'intérêt des comètes, on va le voir, c'est qu'elles sont là. On n'a pas besoin de faire d'hypothèses. Alors c'est compliqué à analyser, mais on ne se dit pas, peut-être que si les conditions de l'atmosphère primitive étaient ceci, cela, c'est intéressant. Là, on a on appelle une réalité terrain. On a les comètes.
les comètes qu'on explore maintenant, j'en reparlerai un petit peu, sont exactement les mêmes que celles qui sont tombées sur la Terre primitive quelques dizaines de millions d'années, centaines de millions d'années après la formation de la Terre. La réalité terrain. Alors, on est vraiment là sur le terrain, ce sont les météorites. Alors, le lien entre les météorites et les comètes, il n'est pas direct, il y en a peut-être un. En tout cas, ce sont des roches qui, pour la plupart, en fait, sont des fragments d'astéroïdes. Je préciserai la différence astéroïde-comète un petit peu après. Mais en tout cas, on en a. Vous en avez, si vous regardez dans le salon, il y a plusieurs personnes qui en vendent. Alors, il y a plein de sortes de météorites. La plupart d'entre vous ici, sans doute, savent beaucoup mieux que moi. Mais il y a une catégorie de météorites qui s'appelle des chondrites carbonées. Et elle s'appelle chondrites carbonées parce qu'il y a du carbone à l'intérieur. La plus célèbre de ces météorites, c'est la météorite de Murchison. Pourquoi est-ce qu'elle est célèbre ? D'une part parce qu'en fait, on l'a récupérée en 1969, quasiment immédiatement après sa chute. Et elle a été très rapidement distribuée à différents chercheurs qui, à l'époque aussi, avaient les moyens de rechercher la nature de la matière organique dans ces chondrites. Mais on retrouve des témoignages déjà au XIXe siècle. Wöhler, un chimiste allemand très important à l'époque, il avait déjà étudié la composition de certaines de ces chondrites carbonées et il disait, et alors à l'époque les instruments des chimistes c'était parfois la langue, on goûtait pour savoir quel goût ça avait ou on reniflait. Le nez est un très bon analyseur chimique et il avait dit ça sent le pétrole, ça sent les hydrocarbures. Donc il avait déjà au nez détecté de la matière organique dans ces chondrites. Mais il ne pouvait pas trop savoir exactement ce que c'était. Donc dans les années 70, les années 80, ça a été analysé avec beaucoup d'attention et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de molécules organiques, mais il y avait aussi, et à nouveau il y a cette association qui est sans doute peut-être risquée, acides aminés, vie, mais voilà, il y a des acides aminés dans certaines chondrites carbonées. Il y en a même beaucoup. En diversité, en nombre, il y en a pas, ils ne sont pas très nombreux, mais on a détecté plus de 70 acides aminés au cours des années 70 et 80 dans la météorite de Murchison et dans d'autres chondrites carbonées. Donc ça ne dépend pas d'hypothèse. Il y a des chondrites carbonées. On évite de prendre celles qui traînent dans les tiroirs de musées depuis des siècles ou qui sont tombées dans une mare où elles auront été contaminées. Il y a des moyens de montrer que ce n'est pas de la contamination. Il y a des acides aminés et plein d'autres molécules organiques dans les chondrites. Et ce n'est pas de la panspermie. Ce n'est pas ce qu'il faut appeler la panspermie parce que la panspermie, comme je vous le dis, ça véhicule l'idée qu'il y a de la vie. Non, ce sont des molécules organiques. Ça n'a rien à voir avec la vie, mais ça peut être un ingrédient intéressant. Et alors, plus récemment, alors, je ne montre pas ça pour vous faire peur, mais cette météorite a été analysée avec les outils de laboratoire les plus performants qui existent à l'heure actuelle, et en fait, on n'en voit pas le bout. C'est-à-dire, il y a la complexité de la matière organique dans cette météorite est effarante. Et ce que vous voyez ici, donc, c'est ce qu'on appelle un spectre de masse. Et en fait, chaque bâton que vous voyez correspond à une masse de molécules. Donc en fait, chaque bâton est une molécule différente. Et vous voyez, quand on zoome, là par exemple, on zoome dans cette région, vous voyez plein d'autres bâtons. On zoome dans cette région, on voit encore plein d'autres bâtons. Et cette petite région là, où vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 bâtons, en fait, vous avez l'impression qu'il n'y en a que 5, et en fait, vous en avez 6. Et puis là, on est à la limite de la résolution de l'instrument. C'est-à-dire que la diversité de molécules organiques dans la météorite de Murchison et dans d'autres chondrites carbonées est extrêmement complexe. Il y a une chimie, et donc elles ne sont pas venues là toutes seules, il y a une chimie aussi qui a conduit à la formation de ces molécules.
récemment aussi, dans certaines micrométéorites, donc aussi des petits objets qui tombent du ciel, que des collègues, essentiellement une équipe qui est à Orsay, va faire des collectes régulièrement. Ils partent en Antarctique, ils filent de la glace et ils traient le grain de livret, c'est-à-dire qu'il y a des particules, sont des particules terrestres, mais il y a des particules qui sont des météorites, des micrométéorites. Et ils ont identifié récemment, leur publication date de 2010, ce qu'ils ont appelé des UCAM, Ultra Carbonaceous Antarctic Micrometeorites. Certains de ces objets possèdent plus de 50% de carbone. C'est énorme, dans les chondrites de Murchison, c'est environ 2-3% de carbone. Là, c'est 50% de carbone dans ces micrométéorites. Ces collègues pensent que ces grains sont des grains cométaires. Ce sont des grains qui ont été éjectés par des comètes qui ensuite tourbillonnent autour du Soleil, et puis quand leur orbite croise l'orbite de la Terre, ils tombent sur Terre, et en fait il faut des vitesses et des trajectoires qui sont telles que finalement ils ne vont pas trop chauffer lors de leur entrée atmosphérique, et ils ne sont pas trop altérés. Ce qu'on voit ici, là, on voit vraiment clairement, ce n'est pas quelque chose qui a fondu, on a vraiment une structure de particules qui est extrêmement presque fractale, extrêmement... ça a l'air d'être... C'est très fragile, hein. Ils ont beaucoup de mal parce que c'est très très fragile. Et pourtant, ça a survécu à l'entrée atmosphérique et c'est très riche en carbone. Et après, je vous ai parlé des comètes, je vous ai parlé des astéroïdes. On se rend compte qu'en fait, il y a sans doute tout un continuum entre ces populations d'objets, et il y a certains chercheurs, comme Mathieu Gounel du Muséum d'histoire naturelle, qui pensent que la météorite d'Orgueil, donc une météorite qui est tombée au XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute, mais en tout cas en recueillant des témoignages de gens qui ont observé cette chute, ils ne sont pas allés les voir, mais ils ont regardé les écrits de l'époque, pensent que le corps parent de cette météorite a une trajectoire qui est plutôt compatible avec une trajectoire de comète. Donc, et c'est une chondrite carbonée, hein, la météorite d'Orgueil. Donc les météorites peuvent avoir un corps parent astéroïdal et un corps, ou pour certaines, sans doute beaucoup plus rare, et c'est une hypothèse, un corps parent cométaire. Donc ce qui est derrière tout ce que je viens de dire, c'est qu'il y aurait une évolution chimique, comme celle qui est décrite par Oparin, hein, dès le début du XXe siècle, mais cette évolution chimique, elle aurait pu commencer dans le milieu interstellaire, dans une certaine mesure, pourquoi pas, dans le système solaire en formation au moment de l'accrétion justement des astéroïdes carbonés, corps parents des chondrites carbonées ou des comètes. Cette évolution chimique aurait pu commencer avant même la formation de la Terre. Alors, oui, j'ai commencé en disant oui, la panspermie, de toute façon il n'y a pas de preuves, et c'est vrai que ça ne fait que repousser l'idée que la vie vient d'ailleurs, mais comment est-ce qu'elle est apparue ailleurs? Alors je pourrais vous donner l'impression que je fais pareil avec la matière organique. Je vous dis l'expérience de Miller, ça ne marche pas bien, alors on va dire que la matière organique vient d'ailleurs. Ouais, mais bien sûr, on se demande pourquoi est-ce qu'elle vient d'ailleurs, comment est-ce qu'elle est arrivée dans les petits corps du système solaire. On fait des simulations en laboratoire, c'est-à-dire que comprendre l'astrochimie, ça n'est pas que faire des observations, ce n'est pas que aller sur place, je vais parler de Rosetta dans quelques instants, c'est aussi faire des expériences en laboratoire, des expériences de chimistes en laboratoire. Et ce que vous voyez décrit ici, c'est un dispositif assez classique dans certains laboratoires, comme celui dans lequel je travaille, où on espère, pour faire une analogie, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'expérience de Miller, mais appliquée aux glaces cométaires. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce qu'on appelle un cryostat, c'est-à-dire on va refroidir une plaque ici, on va la refroidir à 10 Kelvin, c'est-à-dire environ moins 260 degrés Celsius. Donc c'est très froid.
On va introduire dans cette enceinte un mélange de molécules qui sont somme toute assez banales, comme l'eau, le monoxyde de carbone, l'ammoniac. On peut faire varier la composition de ce gaz qu'on introduit. On l'introduit à l'état de gaz, mais comme il va rencontrer une surface qui est à 10 Kelvin, ça va geler. Et ces molécules sont les molécules qui sont observées majoritairement dans l'atmosphère des comètes. Donc on prend les composés majoritaires de l'atmosphère des comètes, on les gèle, et donc on simule une glace cométaire. Si on se contente de faire ça, il ne se passe pas grand-chose. Si on ajoute de l'énergie, là vous avez une lampe UV qui simule le rayonnement ultraviolet du Soleil. Si on ajoute de l'énergie à ce mélange, on va observer qu'il y a production d'autres molécules et à la fin de l'expérience, vous pouvez observer sur la plaque sur laquelle on a déposé la glace a sublimé quand on a réchauffé l'expérience. Sur la plaque, on trouve un résidu et quand on analyse ce résidu, à nouveau, on s'arrache les cheveux, on a une quantité extraordinaire de molécules organiques. Alors ça, je montre cette photo qui a été prise à l'IAS à Orsay assez récemment. C'est cette matière organique qui est synthétisée dans ces glaces. Alors là, c'est une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire que toutes ces molécules, elles ont été détectées dans ce genre d'expérience. Donc vous voyez, c'est un catalogue de chimie, vous avez toutes les familles sont représentées, les hydrocarbures, les amides, les amines, les aldéhydes, éthers, etc. Les acides aminés aussi, alors à condition de mettre dans de l'eau à l'état liquide. C'est-à-dire que là, on a travaillé sous forme condensée. Il y a de l'eau, on a mis de l'eau, mais de la glace d'eau. On n'a pas les acides, on n'a pas la glycine directement, mais si on met dans de l'eau à l'état liquide, on a sans ambiguïté aucune certains acides aminés. Donc potentiellement, ces molécules sont présentes sur les noyaux cométaires. Alors, et ça, c'est pour vous faire peur un petit peu et pour vous donner l'impression que je suis un bon chimiste. On essaie de comprendre, à nouveau en laboratoire, on ne se contente pas de se dire « Ah, c'est rigolo, regardez, on allume la lumière, on fait la glace et puis après on a plein de choses ». On essaie de comprendre les mécanismes. Alors là, vous voyez, c'est une molécule que j'aime bien et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle l'hexaméthylène tétramine. C'est C6N4H12. Et en fait, on essaie de comprendre comment cette molécule se forme et ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on la détecte avec on l'espère, avec les instruments de la mission Rosetta, ça va nous donner aussi des indications sur l'histoire chimique qui a conduit à la formation de ces molécules. C'est-à-dire que la chimie organique, ça va nous renseigner aussi sur les processus qui nous ont amenés à la formation des molécules qu'on a détectées. Donc là, pour faire simple, on prend par exemple du méthanol, on ajoute de la lumière, ça fait du formaldéhyde, de l'acide formique qui vont réagir avec de l'ammoniac et puis progressivement, juste en réchauffant, après, il suffit juste d'avoir un petit peu d'énergie au début et juste après en réchauffant, on va passer toutes les étapes qui conduisent à la formation de l'hexaméthylène tétramine et on étudie à quelle vitesse ça peut se former et justement dans quel type d'environnement astrophysique ce type de réaction peut avoir lieu. Et après, l'idée c'est que ces molécules sont tombées sur la Terre et donc ces ingrédients chimiques qui ne peuvent pas d'une certaine manière aller très très loin en direction de molécules intéressantes pour l'apparition de la vie dans leur environnement astrophysique. Une fois que ces molécules se retrouvent sur la Terre primitive, se retrouvent en présence de ce deuxième élément très important qui est l'eau liquide sur la Terre primitive, là on se dit voilà, toutes les conditions pour que la chimie ait lieu dans de bonnes conditions et que la vie éventuellement apparaisse, sont remplies. Ça fonctionnait sur la Terre. Après, est-ce que à chaque fois que matière organique et eau liquide se rencontrent, ça veut dire que la vie apparaît? On n'en sait rien, on n'a qu'un seul exemple.
c'est pour ça que l'exploration de Mars est passionnante, parce que là, il y a eu de l'eau à l'état liquide sur Mars, et il y a eu aussi les mêmes comètes qui sont tombées, le même genre de comètes, le même genre de météorites qui sont tombées sur Mars. Donc, si la vie est aussi apparue sur Mars, ça veut dire que quasiment dans 2 cas de figure, on a eu matière organique et eau à l'état liquide, ça veut dire que ça marche et que la vie apparaît. Mais même ça ne marcherait qu'une fois sur 2, une fois sur 100, une fois sur 1 million, une fois sur 1 milliard. C'est-à-dire que la vie serait quand même assez présente partout dans l'univers. Donc je vous ai parlé des météorites, c'est une des réalités terrain, et une autre réalité terrain, c'est les comètes. Alors les comètes, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Ici, vous avez les photos de tous les noyaux qui ont déjà été visités par des sondes spatiales depuis la fin des années 80 avec la comète de Halley en 1986, et puis celles qui ont été récemment, au début du XXIe siècle, dans les années 2000, explorées par des vaisseaux de la NASA. Tous ces Deep Impact, Deep Space One, Stardust, Epoxy, tout ça, ce sont des missions de la NASA. Et puis, j'aurais tendance à dire, il y a la nôtre. La nôtre, celle qui nous intéresse tous à l'heure actuelle, Churyumov-Gerasimenko, ce noyau extraordinaire en termes de paysage qui nous offre. Alors moi, je suis chimiste, je trouve ça extraordinaire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans, ce qu'on ne voit pas. Quelles sont les molécules qui sont présentes dans cet objet et qu'on ne voit bien sûr pas quand on prend une photo, ou peut-être le fait que ce soit très sombre. La surface du noyau de la comète est très sombre, on pense à de la matière organique qui aurait été très processée par du rayonnement solaire, du rayonnement cosmique. Bon, c'est des choses qui restent encore à prouver. Et ça, voilà, une autre vue aussi, elle a 1000 visages en fonction de l'angle sous laquelle on la regarde. Et ce que vous voyez ici, là, cette espèce de traînée blanchâtre, ce n'est pas une tache sur l'écran, ce sont des jets. Des jets là, qui sont, à l'heure actuelle, ce qu'on observe le plus facilement. Effectivement, ils proviennent de cette espèce de liaison qui est entre les deux lobes du noyau. Et dans ces jets, il y a de l'eau qui provient, qu'on ne voit pas à la surface, donc cette eau provient de l'intérieur du noyau sous forme de glace. Il y a d'autres molécules, des petites molécules qui sont détectées, et il y a aussi des petits grains de poussière qui sont émis, dont je vous reparlerai. Donc, les comètes, elles sont passionnantes à 2 titres. D'une part, parce que ce sont les archives du ciel. Ce sont des objets qui n'ont pas évolué depuis la formation du système solaire. Et en fait, aller étudier la composition chimique des comètes, minéralogique, organique, ça va nous donner plein d'informations sur les processus qui régnaient lors de la formation du système solaire, voire avant la formation du système solaire. Alors en fait, le système solaire s'est formé à partir de la matière qui était la matière d'un nuage qu'on appelle un nuage moléculaire. Et donc toute cette transition où on observe des nuages moléculaires qui ne sont pas notre nuage moléculaire natal, bien sûr, il a disparu. On observe le système solaire à l'heure actuelle, mais ce qui s'est passé au moment de la formation des planètes, on a beaucoup de mal à l'appréhender. Et ce qui s'est passé lors de la formation, de manière très grossière, c'est que dans le système solaire interne, on a plutôt formé des petits blocs et puis des plus gros blocs avec les solides. Et les solides, quand on est près du Soleil, ce sont les métaux et les roches. Et dans le système solaire externe, comme il fait plus froid, on a en plus de la glace. De la glace, et je pourrais même dire des glaces, mais bien sûr dominée par cette molécule d'eau qui est extrêmement abondante dans l'univers et qui va être aussi incorporée à ces blocs qu'on appelle les planétésimaux qui vont constituer les planètes. Et pour faire simple, alors que bien sûr c'est beaucoup plus compliqué que ça, le système solaire interne, c'est la région de formation des astéroïdes qui sont constitués essentiellement de roches et de métaux. Et le système solaire externe, c'est la région de formation des comètes. Parce que
il y a de la glace, et pour être une comète, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, pour être une comète, il faut que quand on se rapproche du Soleil, on ait une activité, c'est-à-dire que la glace sublime, et c'est ça qui fait qu'on va dire, voilà, on a affaire à une comète. Et donc vous voyez, a priori, il n'y a pas de raison que toutes les comètes soient mises dans le même sac, parce qu'il y en a qui sont formées plutôt à partir dans la région de Jupiter, d'autres qui sont formées beaucoup plus loin. Donc étudier une comète, ça ne nous donnera pas toutes les réponses à toutes les questions. Entre les deux, entre astéroïdes et comètes, il y a des choses, hein, il y a des choses qui sont à l'interface. Et comme en plus on pense que dans notre système solaire primitif, tout était mélangé, vous pouvez retrouver dans des comètes des éléments qui sont allés très près du Soleil et qui ont été éjectés lors de cette phase de mélange. Et comme on ne sait pas trop jusqu'où s'étend cette zone de mélange, il est possible que certaines comètes se soient formées au-delà de cette zone de brassage et aient pu garder la matière intacte de notre nuage moléculaire primitif. Donc ça, c'est pour les archives. Voilà. Même si on n'apprend rien sur les origines de la vie, on apprend sur les origines du système solaire et même la chimie organique nous apprend aussi, parce qu'en fonction des molécules qu'on va détecter, ça va nous apprendre sur les processus qui étaient à l'œuvre à l'époque. Alors, pour revenir au sujet de cette conférence, la vie dans tout ça. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, vous avez vu la Terre, quand j'ai montré tout à l'heure ce graphe de la région avec les blocs secs et la région avec les blocs glacés, la Terre elle s'est formée dans une région du système solaire où c'était plutôt sec. Alors il y avait de l'eau, hein, bien sûr, mais pas autant que dans le système solaire externe. Et donc il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur l'apparition de l'eau sur la Terre. D'où vient cette eau? Est-ce qu'elle était là déjà dans les blocs primitifs? Est-ce qu'elle a été apportée après? Voilà, on va trouver des écoles de pensée qui sont tous, même de mon point de vue, je lis un article dans un sens, c'est très convaincant, je lis un autre article dans l'autre, c'est aussi très convaincant. En tout cas, voilà, on progresse, on fait de la recherche, on n'est pas sûr, mais donc comme les comètes sont bourrées d'eau, de glace, si les comètes tombent sur la Terre, en plus d'apporter de la matière organique, elles apportent de l'eau qui, dans les conditions de température et de pression de la surface terrestre, peut devenir liquide. Et en plus, il y a des molécules, de la matière organique, et ce dont on est sûr dans les comètes, alors c'est un tableau, je ne vais pas y passer énormément de temps, mais vous voyez, ce sont toutes les molécules qui ont été détectées dans l'atmosphère, avant Rosetta, pour d'autres comètes que Churyumov-Gerasimenko. Et vous voyez, il y a de l'eau, H2O, 100 ça veut dire que c'est la référence, c'est la molécule qui domine. Et vous voyez, on trouve du CO2, mais des petits hydrocarbures, là, du méthane, de l'éthane, du méthanol, du formaldéhyde, de l'acide formique, de l'ammoniac, de l'acide cyanhydrique, enfin, en tout cas, toutes les petites combinaisons simples de H, C, O, N, toutes les petites molécules organiques qu'on peut imaginer, on les a déjà détectées dans les comètes. Ça existe dans les comètes. Pour ce qui concerne l'eau, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on va savoir si les comètes, l'eau, c'est l'eau? Certes, l'eau, c'est l'eau, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que vous avez l'eau, elle existe sous deux formes, avec même plus, mais principalement sous la forme H2O, que vous connaissez tous, et une structure, une forme sous laquelle elle existe avec un H qui est remplacé par l'isotope de H, D, le deutérium. Et donc c'est HDO. Et c'est pas mauvais pour vous, vous en buvez tous les jours, hein, du HDO. Quand vous buvez de l'eau, de votre robinet, il y a une petite quantité de HDO qui est dans votre eau. Et là vous voyez cette ligne ici, en pointillé, c'est la valeur de deutérium sur hydrogène dans l'eau terrestre. Elle est ici, c'est la référence qu'il faut prendre. Et là, vous voyez, ce sont les mesures qui ont été faites dans différentes comètes. Je laisse tomber Mars, on va regarder les comètes ici. En règle générale, toutes les comètes qu'on a observées, c'est 2 fois plus que la valeur des surages terrestres. Donc, beaucoup de gens ont dit, ben non, ça ne colle pas. Si les comètes étaient l'origine de l'eau sur la Terre, elles auraient la même valeur de dessurage
dans l'eau qu'elles émettent de leur noyau. Et puis il y a quelques années, poum, une comète, 103P, pile poil la valeur des surrages des océans terrestres. La question que tout le monde se pose, c'est quelle sera la valeur des surrages dans la comète Churyumov-Gerasimenko? Est-ce qu'elle sera pile poil la valeur des océans terrestres? Est-ce qu'elle ressemblera aux autres ou pas du tout? L'expérience, c'est que les comètes ont tendance à nous surprendre. On n'en sait rien pour l'instant. Les mesures sont en train d'être faites et en train d'être interprétées. Mais ça va être déjà une réponse phare qu'on aura très rapidement au sujet de cette mission Rosetta. Autre chose, c'est qu'en plus des molécules qu'on a déjà détectées, ce que vous voyez ici, c'est un spectre de masse qui date des années 80. Comète de Halley, hein, le bataillon de sondes spatiales européennes, soviétiques et japonaises qui ont été à la rencontre de la comète de Halley, qui ont analysé les grains. Et ce que vous voyez ici, alors vous voyez plein de trucs. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des molécules organiques, on ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'on voit juste des bâtons à une certaine masse, et en gros, tous les bâtons se recouvrent. Donc on ne comprend pas trop. Il y a eu des tentatives d'analyse où on pense, voilà, il peut y avoir du benzène, du toluène, de l'adénine, de la purine. Bon, en tout cas, ce qu'on appelle la résolution de l'instrument, des instruments qui étaient utilisés lors de l'exploration de la comète de Halley, cette résolution était suffisante pour nous dire qu'il y a de la matière organique plus complexe que celle qu'on voit en phase gazeuse, mais par contre, on ne peut pas trop dire quoi. Voilà. Bon, je passe pour des raisons de temps, il y a d'autres observations qui confirment tout ça. Et donc, ce qu'on cherche à comprendre, c'est l'apparition de la vie sur la Terre, d'une cellule. Pour qu'une cellule se forme, il faut expliquer la formation de protéines, la formation, ce qu'on appelle les nucléotides, qui sont les composantes de l'ADN et de l'ARN. Il faut expliquer la formation des membranes. Pour former les protéines et les peptides, il faut des acides aminés. Ça, je vous en ai déjà parlé, on les a déjà détectés dans les météorites. Il faut, pour les nucléotides, donc l'ADN et l'ARN, il faut des bases azotées. L'adénine, la guanine, la thymine, les lettres de l'alphabet génétique A, T, C, G. Ces bases azotées, on les a aussi détectées dans certaines météorites. Il faut le ribose pour l'ARN ou le désoxyribose pour l'ADN. Certains sucres sont détectés dans les météorites. Et il faut lier base azotée sucre par phosphate pour former les nucléotides. Et pour faire la membrane, il faut des molécules qu'on appelle des molécules amphiphiles, c'est-à-dire des longues chaînes carbonées. Et ce qu'on a déjà détecté dans les comètes, c'est en fait les précurseurs, c'est-à-dire pour faire des acides aminés, un chimiste vous dira il faut de l'ammoniac, du HCN, du formaldéhyde, et on fait ce qu'on appelle la réaction de Strecker, et avec ces réactifs dans l'eau liquide, on fait de la glycine. Pour former des bases azotées, par exemple, si on fait polymériser du HCN, on obtient de l'adénine, la lettre A de l'alphabet génétique. Si on fait polymériser du formaldéhyde, on obtient des sucres. Ça, c'est détecté NH3, HCN, H2CO, HNCO, HC3N. Ces molécules sont détectées déjà dans l'atmosphère des comètes. La question qu'on se pose, c'est jusqu'où a été la chimie des comètes? Est-ce qu'on va au même stade de complexité des molécules qu'on trouve dans les chondrites carbonées? Voilà, ça fait partie. Ou est-ce qu'on a des choses complètement différentes, une chimie complètement différente? C'est les questions auxquelles on va pouvoir répondre. On va pouvoir y répondre parce qu'on a une mission qui est vraiment sans précédent. Il y a 3 grandes choses qui sont extraordinaires avec cette mission. C'est la première fois qu'on suit une comète. C'est-à-dire que toutes les missions cométaires dont je vous ai parlé et qui ont eu lieu avant, au voisinage de Halley ou au début des années 2000, ce sont des missions qui ont croisé les comètes, qui ont fait un petit coucou. En fait, la durée des données acquises au moment par la mission spatiale, c'est quelques dizaines de minutes, quelques heures. Là, on y est depuis début août. Et on y sera
a priori, on y sera toujours, parce que la sonde elle est sur la même orbite. Donc, il n'y a rien qui va faire qu'elle va quitter. Après, il n'y aura peut-être plus d'énergie, les instruments vont peut-être commencer à vieillir. Il est prévu qu'elle fonctionne jusqu'en décembre 2015. On est allé chercher la comète très loin, hein, au-delà de 3 unités astronomiques entre Mars et Jupiter. Donc, on suit actuellement le réveil de la comète. Elle était déjà un petit peu réveillée quand on est joint. Et bien sûr, on va se poser, c'est-à-dire qu'on va aller au contact, on va faire de la science de contact, de la science de surface, on va aller vraiment récupérer ce qui est le noyau. On va se poser sur le noyau dans 2 jours. Donc c'est quelque chose de phénoménal. C'est un très gros vaisseau. Ouais, je pense que si vous l'avez à l'échelle 1-1 avec les panneaux de dépliés, il prend toute la salle, hein, 30 mètres. Il y a plus de 150 kg de science. Hein, il faut un gros vaisseau pour y aller. Et parfois, les missions spatiales, il ne reste plus beaucoup de place pour la science. Là, il y a de la place pour la science. Il y a 11 instruments sur le vaisseau et 10 instruments sur l'atterrisseur. Donc, il y a une panoplie d'exploration sans précédent. Je passe sur les orbites. Et en fait, pour faire des analogies sans rentrer dans les détails techniques, il y a des instruments pour voir la comète. Voir la comète, bien sûr, les photos que vous voyez sont des photos prises dans le visible, mais la voir dans l'infrarouge, la voir dans l'ultraviolet. Je dis écouter parce qu'on la regarde aussi dans les ondes radio, mais en fait qui est une autre gamme du spectre électromagnétique. La sentir, c'est-à-dire qu'on renifle, il y a un instrument qui renifle les gaz et la composition des gaz, et la toucher, parce qu'il y a un instrument qui récupère des petits grains et qui les analyse. Et sur Philae, c'est pareil, et en plus on va la goûter, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer de la matière dans l'atterrisseur et l'analyser aussi sous toutes ses facettes. Donc on va se poser ici, là, sur ce lobe. Ça, c'est en rouge, c'est le lobe de secours. Et depuis déjà le début du mois d'août, on met en œuvre tous les moyens nécessaires pour traquer la matière organique à la surface du noyau dans l'atmosphère cométaire, avec des instruments comme Rosina, Miro, Virtis, Cosima, COSAC. Et on a affaire à quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que si l'analogue qu'on prend, c'est la météorite de Murchison, la météorite de Murchison, c'est des centaines de milliers de molécules. Et quand on est en laboratoire, on est dans les conditions de propreté, avec les instruments les plus performants qu'on puisse imaginer, et on a du mal déjà. Et un instrument spatial, c'est un instrument qui a été choisi au début des années 90, qui doit être capable de supporter un lancement, qui doit être capable de supporter 10 ans dans l'espace. Et en général, on prend quelque chose qui est assez robuste, parce qu'on ne peut pas aller le réparer. Alors que les instruments à la pointe de la technologie, tous les jours, il faut régler, il faut intervenir. Donc un instrument spatial, c'est ça, c'est un instrument qui doit être... Alors, faut pas se contenter de ça, parce que avec si on fait ce genre d'analogie, on n'obtient rien, parce que si on construit un instrument avec ça, on n'obtient pas ça. On obtient ça, et mais on n'est pas là pour jouer. Hein, on est là vraiment pour faire de la science. Et la bonne analogie d'un instrument spatial, c'est ça pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit très robuste. Il faut que ça prévoie de l'imprévu aussi. Il faut que ça ait des systèmes de secours. Si quelque chose ne fonctionne pas bien, il faut avoir des voies de rechange parce qu'on ne peut pas aller réparer. Et donc, je vais juste décrire l'un des instruments pour terminer, l'instrument sur lequel je travaille, qui s'appelle Cosima. Et en fait, cet instrument collecte des grains sur des petites cibles, là que vous voyez, qui font 1 centimètre de côté. Donc, on va chercher les cibles à l'extérieur. On va parfois les mettre dans une zone de stockage, on va les prendre en photo en face d'un microscope pour repérer si on a récupéré quelque chose, et on va les mettre ensuite en face de la région d'analyse où on va bombarder les grains qu'on a sélectionnés par un canon à ion et récupérer les éléments qui sont présents, les molécules qui sont présents à la surface. Et on peut même les emmener ici pour se faire chauffer et réanalyser.
Et en fait, dans cette équipe, on ne pensait pas avoir de boulot jusqu'à fin octobre, début novembre, parce qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de grains qui seraient collectés. Donc vous voyez, là c'est 17 août avant de sortir nos grains, avant de sortir nos cibles, 24 août, et ben on a déjà des grains qui ont été collectés sur la cible, et on a commencé à les analyser. Et juste une illustration, hein, c'est un grain ici qui s'appelle Boris, parce qu'on leur a donné des petits noms pour qu'on se comprenne dans l'équipe quand on parle. Et ben on a détecté le sodium, le magnésium, donc l'instrument fonctionne bien. On continue à travailler beaucoup, on fait les analyses aussi pour essayer d'identifier la matière organique sur les grains. Donc pour conclure, je pense que vous êtes au courant, sinon vous ne seriez sans doute pas là, hein. Le rendez-vous c'est le 12 novembre. Mais en fait la science a déjà commencé et la science va continuer pendant plus d'1 an déjà. Et c'est une chance extraordinaire parce qu'on peut interagir. On peut interagir avec les instruments, on peut refaire des mesures. Avec quelque chose comme Cosima, on peut stocker, on peut chauffer, on peut réexposer, récupérer des nouveaux grains. La traque de la matière organique ne fait que commencer. Et puis je conclurai avec mon titre. Hein, les comètes ont-elles joué un rôle dans l'origine de la vie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère vous avoir montré pourquoi est-ce qu'on se pose la question et pourquoi la mission Rosetta, sans doute, nous apportera des éléments de réponse. Je vous remercie.